précisément 18h04, le webinaire donc débute officiellement. Donc à nouveau, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de ce webinaire, le réemploi des matériaux et nouvelles responsabilités, problématiques et solutions d'assurance pour l'architecte. Alors ce webinaire a été proposé par ILO Formation, mais a été co-conçu par l'équipe de la SMA BTP ainsi que l'ADREAL. Alors avant que les intervenants se présentent évidemment davantage, sachez que ce webinaire sera donc composé de 4 parties. La première partie sera portée par Christelle Battu, laquelle est chargée de projet économie circulaire. Et la seconde partie, elle-même sous-composée de 3 sous-parties, sera présentée par précisément Camille Azincote, lequel est expert conseil BTP, par Bertrand Tessière, lequel est responsable pôle service client, Catherine Bercher, elle-même responsable entité règlement, et par Sandra, laquelle est gestionnaire contrat. Donc toute la partie assurantielle sera bien évidemment présentée par l'équipe de la SMA BTP. Alors, avant de laisser la parole à l'ensemble des intervenants, très rapidement une présentation d'ILO et donc de nos modes de communication. ILO Formation, vous le savez, a été créé à l'initiative de l'Ordre des architectes en 2012. Notre raison d'être est bien évidemment de répondre à votre obligation de formation en vous proposant des formations de qualité puisqu'elles sont toutes testées en amont par des membres du CROA ou des adhérents avant de vous être proposées. Je rajoute que les membres de notre bureau sont toutes et tous architectes et que nous appartenons au réseau de la formation continue des architectes, réseau créé par les ordres en région. Concernant nos modes de communication, vous l'avez repéré, vos caméras, vos micros sont coupés. En revanche, vous avez donc l'occasion de poser vos questions aux intervenants dans ce fameux onglet QR où les intervenants répondront à chacune de vos questions au terme de certaines parties. Alors, il est évident que s'il y a des questions qui sont posées en amont, mais on sait que les réponses seront données dans le cadre d'une autre partie. Ne soyez pas étonnés si nous n'y répondons pas. De mon côté, j'ai terminé. Comme indiqué, Christelle Battu, la parole est à vous si vous êtes prête, bien sûr. Oui, bonjour, merci Gaëlle. Donc, je suis Christelle Battu, je suis chargée de projet à Adrel Occitanie. Je travaille dans le département bâtiment construction à Toulouse. Donc, avec mes collègues, nous avons en charge de promouvoir la qualité de la construction sur l'ensemble des thématiques bâtimentaires. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'économie circulaire dans la construction. Alors, j'ai entendu un petit peu ce qu'a dit Gaëlle. Visiblement, il y a quand même des personnes qui sont déjà au fait du réemploi. Donc, ça sera peut-être des redites. Enfin, vous connaissez déjà, mais je vais quand même faire le point du contexte pour savoir voilà, dans quel contexte on s'inscrit par rapport au réemploi et quels sont les enjeux. Alors, présent, nous étions dans une logique d'économie linéaire qui consistait à extraire la matière, produire un bien et le consommer, puis le jeter. Donc, la production initiale de matériaux et des éléments de construction est une composante majeure de pollution et une activité qui génère le dérèglement climatique global. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ces enjeux environnementaux et climatiques, nous devons passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et le réemploi des matériaux de construction s'inscrit dans cette démarche environnementale, amenant à la réduction de l'extraction des ressources, la diminution des gaz à effet de serre et la limitation de production des déchets. Donc les déchets, en France, nous produisons 342 millions de tonnes de déchets par an, tous secteurs confondus, soit presque 5 tonnes par habitant, avec 240 millions de tonnes
Le secteur du BTP, bâtiment travaux publics, représente les 3/4 de la masse de déchets totale. Dans ces 240 millions, c'est le BTP, c'est donc bâtiment travaux publics, et à lui seul, la partie bâtiment produit 43 millions de tonnes par an, ce qui est plus que les déchets ménagers en France, à titre de comparaison. C'est 43 millions de tonnes de déchets du bâtiment. D'où est-ce qu'ils proviennent? Alors, pour la majeure partie d'entre eux, plus de la moitié, ils proviennent de chantiers de démolition. 36% proviennent de chantiers de rénovation ou réhabilitation. Et 13% proviennent de construction neuve. Donc, toute la partie démolition et rénovation, tous ces produits peuvent être utilisés pour le réemploi, le recyclage ou la réutilisation. Et justement, je vais vous parler des définitions. Voilà, le réemploi, l'utilisation, le recyclage, ce sont des termes différents et on peut les confondre. Donc, un matériau réemployé, un matériau du réemploi, donc c'est un matériau dont l'usage est identique à celui pour lequel il a été prévu initialement. Exemple, des tuiles qui pourront être réemployées sur une autre construction, sur un autre chantier. Le matériau réemployé est réemployé en l'état pour un usage similaire à son utilisation initiale. Sa forme ne change pas, sa fonction ne change pas, et ce n'est pas un déchet. La réutilisation, elle permet à un déchet d'être utilisé à nouveau en le détournant de son usage initial. Par exemple, une poutre en bois qui sera découpée pour être utilisée pour la confection d'un escalier. Enfin, le recyclage, là, le déchet va être transformé afin de réalimenter un gisement de matière première et créer un matériau neuf, comme par exemple le béton qui peut être concassé et qui permettra de produire des granulats recyclés. Sur cette slide, on peut prendre l'exemple qu'il y a sur la droite avec la porte en bois, qui, si elle est posée telle qu'elle, euh, c'est du réemploi. Elle peut être transformée en table, alors c'est de l'utilisation. Et si elle est transformée pour devenir un panneau aggloméré, alors c'est du recyclage. Et puis, si elle est brûlée pour produire de l'énergie, alors ce sera la notion de valorisation. Pour illustrer tout ça, donc la slide suivante, c'est la hiérarchie des modes de traitement des déchets que vous ne connaissez peut-être. Voilà, juste pour dire que la meilleure solution, c'est le déchet qui est évité. Voilà. Ensuite, le réemploi, donc ce n'est pas un déchet, et on retrouve ensuite les définitions qu'on a vues tout à l'heure. Je vais en venir à la partie réglementation, tous les textes réglementaires. Donc, il y a plusieurs textes de loi qui ont porté des changements par rapport à la gestion de nos déchets. Donc, tout d'abord, pour inciter et accompagner et surtout cadrer la réduction des déchets, dès 2008, l'Union européenne a émis une directive cadre relative aux déchets. Donc, cette directive, elle constitue le socle de la politique de la législation européenne en matière de traitement des déchets et donne des lignes directives pour la gestion, la valorisation et le recyclage des déchets. Elle introduit le concept de responsabilité élargie du producteur, on en parlera tout à l'heure, et elle confirme le principe de pollueur-payeur. Voilà, donc je vais quand même aller vite sur les textes de loi. Ensuite, on peut parler du Grenelle 2, de la loi Grenelle 2 en 2010, la loi portant engagement national pour l'environnement de juillet 2010 constitue le second volet du Grenelle de l'environnement. Elle fixe des nouvelles règles environnementales et de performance énergétique.
Ensuite, il y a la loi relative à la transition économique pour la croissance verte, la TECV. Elle engage la France dans une nouvelle ère de la gestion des déchets par la lutte contre le gaspillage et la promotion de l'économie circulaire. On peut parler de la loi ESSOC, la loi État au service d'une société de confiance, qui permet au réemploi d'être une innovation possible par la loi. Et enfin, la loi AGEC, donc de février 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Elle s'articule autour de 4 orientations: stopper le gaspillage pour préserver nos ressources, mobiliser la responsabilité des industriels pour transformer nos modes de production et de consommation, prévenir et informer pour mieux consommer. Elle améliore aussi la collecte des déchets pour lutter contre les dépôts sauvages. Donc, c'est la loi AGEC, un petit focus dessus pour rappeler ses objectifs. Donc, elle transforme notre système en profondeur. Comme on l'a vu, on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. Elle favorise le réemploi et la réutilisation, ainsi que l'économie de la fonctionnalité dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. Cette loi touche tous les domaines de consommation. Pour ce qui est du domaine de la construction, on peut retenir la mise en place de la REP, la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Donc, la filière s'est mise en place depuis 2023. Il y a les 4 éco-organismes qui existent et un organisme coordonnateur. La loi AGEC met en place aussi des moyens pour lutter contre les dépôts sauvages. Elle impose le tri sept flux des déchets du bâtiment. Et cette loi met également en place le diagnostic PEMD, diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets. Alors, pour parler en quelques mots de ce diagnostic, vous connaissiez peut-être le diagnostic déchets avant démolition qui datait de 2011. Désormais, on a le diagnostic PEMD. Euh, donc, produits, équipements, matériaux et déchets. Ce diagnostic est obligatoire dans le cadre de travaux de démolition dès lors que la surface cumulée est supérieure à 1000 m². Il est aussi obligatoire pour des rénovations significatives de bâtiments lorsqu'il est prévu de détruire ou remplacer au moins 2 éléments de seconde œuvre. Ça, c'est depuis janvier 2022. Le but de ce diagnostic est de fournir au maître d'ouvrage la nature, la quantité et la localisation des différents produits, équipements et matériaux présents sur le chantier, ou présents sur l'opération de démolition. Il permet de connaître le potentiel réemployable et recyclable ou valorisable des déchets du bâtiment. Et également, ça permet la traçabilité des matériaux. Donc, il y a une plateforme numérique réalisée par le CSTB où on peut intégrer les CERFA pour plus de visibilité. Et il y a aussi le diagnostic et le recollement à envoyer au CSTB via la plateforme. Un dernier point réglementaire pour vous dire que, enfin, vous devez le savoir, une autre réglementation incite au réemploi et à l'usage du en effet, la réglementation environnementale RE 2020 diminue, pour diminuer l'impact carbone de la construction. Cette réglementation encourage le réemploi des matériaux car les matériaux ou les composants réemployés sont considérés comme n'ayant aucun impact sur l'ACV, sur l'analyse du cycle de vie. Donc les valeurs pour le calcul de l'analyse du cycle de vie sont nulles, ce qui est intéressant. Le réemploi donc, est par conséquent
marquant un levier important afin de diminuer le niveau carbone des bâtiments et de répondre aux objectifs de la RE 2020. Donc, par rapport à la démarche du réemploi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper en intégrant des exigences dans les pièces du marché. Le réemploi, c'est une nouvelle démarche, mais pas si nouvelle que ça, en fait. Il faut juste avoir une approche un peu différente et anticiper. Il faut anticiper la démolition. Il ne faut pas de démolition destructive, mais une déconstruction soignée. Il faut étudier la partie démontage et la partie stockage. Il faut se questionner sur les systèmes constructifs de démontabilité. Et il convient aussi de se rapprocher en amont de son assureur pour l'analyse des risques en technique non courante, mais ça, je pense que ça va être expliqué juste après. Aussi, en tant qu'architecte, dès la naissance d'un projet, on peut anticiper le démontage sélectif et la future vie des matériaux et anticiper la fin de vie de l'ouvrage et sa réversibilité. Alors pour terminer, je partage quelques ressources que vous connaissez peut-être, notamment la démarche Spirou, sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via donc qui met à disposition des notes méthodologiques. Ces notes méthodologiques proposent des outils techniques aux acteurs qui souhaitent s'orienter vers l'activité de reconditionnement. Donc après, je ne sais pas si les présentations seront diffusées. Vous avez les liens qui sont cliquables sur les présentations. Après, je souhaitais partager avec vous le projet Life Waste to Build de Toulouse Métropole. C'est un projet européen donc mené par Toulouse Métropole. Hein. Donc, il a pour objectif de faciliter le réemploi des ressources issues du chantier de déconstruction dans des chantiers de rénovation. Il s'agit d'un projet donc soutenu par l'Europe qui s'étale sur 5 ans, de 2021 à 2026. Il s'appuie sur 58 chantiers exemplaires. Donc, je vous invite à consulter leur site parce qu'ils partagent beaucoup de leur expérience. Il y a beaucoup d'outils. Donc, n'hésitez pas à les consulter, même si vous n'êtes pas de la région. Ça peut inspirer. Donc, ensuite, je partage le lien de la plateforme du CSTB. C'est pour engager les 29 familles de réemploi dans le secteur du bâtiment. Il y a la plateforme. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a le lien vers le diagnostic PEMD avec toutes les informations. Et également le guide sur la RE 2020 qui a été mis à jour en 2024. Et un lien vers l'ADEME où vous trouvez des informations sur la responsabilité élargie du producteur du secteur du bâtiment, si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais tant que j'ai le partage d'écran, j'avoue que je ne peux pas voir les questions. Donc, si Oui, quelqu'un veut bien relayer. bien sûr, Christelle. Oui, tu as une question. Le réemploi, ok, mais comment valoriser et être rémunéré pour le travail supplémentaire demandé à l'architecte, surtout si cette mission complémentaire n'est pas demandée précisément par la maîtrise d'ouvrage. Alors, soit Christelle, c'est une question à laquelle tu réponds, soit peut-être que Bertrand, Camille ou Sandra ou Catherine peuvent y répondre. Peut-être ça peut être complété, mais c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'être, enfin, que le maître d'ouvrage et l'architecte soient convaincus
du réemploi, quoi. Enfin, voilà, c'est une solution et que les deux parties ont tout intérêt à pratiquer cet usage. Enfin, il faut arriver à convaincre le maître d'ouvrage. Merci Christelle. Camille, tu veux intervenir? J'ai cru comprendre. Euh, oui, en fait c'est le maître d'ouvrage qui a cette volonté de favoriser le réemploi et il peut avoir des obligations du coup ou de fortes incitations réglementaires, on a vu. Et effectivement, ça a un coût. Il y a différents acteurs qui vont intervenir, dont l'architecte. Et introduire du réemploi, ça demande un travail et un travail important au niveau de la conception. Et donc effectivement, c'est des missions supplémentaires qui doivent être rémunérées par le maître d'ouvrage. Ok. Si vous souhaitez, Je- spectateur anonyme, non. préciser votre question, n'hésitez pas en tout cas. Je supprime la question. Christelle, tu as une autre question. Pouvez-vous développer sur le réemploi de la brique qui ne pèse pas en ACV, mais en bilan carbone, car c'est de la terre cuite? Voilà. Je suis pas spécialiste en terre cuite. Non, je peux pas vous donner la réponse. Là, je peux peut-être Vas-y, Camille. répondre. Il y a un guide sur le réemploi des briques qui existe, un guide FBE. Et après, le réemploi, on considère qu'il est neutre en carbone au niveau de la RE 2020, c'est-à-dire que l'impact carbone est nul. Et après, au niveau des FDVS, c'est-à-dire des fiches qui vont permettre de calculer l'impact carbone d'une brique, c'est sûr qu'il n'est pas neutre puisque ça émet du carbone, la cuisson qui permet de réaliser les briques. Donc, je ne sais pas si c'était ça la question. Ouais, bah, j'ai cru comprendre. En tout cas, pour moi, c'était très clair, comme la réponse de Christelle tout à l'heure. Une autre question de la part de Valérie. Est-ce que la répartition d'éléments in situ est considérée comme du réemploi? La réparation d'éléments, excuse-moi, Christelle. La réparation, on pourrait avoir un exemple. Je vois pas trop quel type de réparation sur un matériau de construction. Peut-être Valérie, si vous Là. pouvez préciser de quel type de réparation, à quel type de réparation vous pensez, hein. Christelle pourrait bien évidemment vous répondre. Une autre question de la part d'Hélène. Bonsoir Hélène, Hélène Pierson. Guide FBE avec un point d'interrogation. Donc Hélène, est-ce que Christelle, est-ce que vous pouvez en dire plus ou est-ce que Alors, Hélène ouais. c'est Camille qui a parlé du FBE. Mais, Oui, mais je c'est vais le vrai. développer, je vais le développer en fait dans la partie qui va suivre ça. D'accord, parfait. Mm. Mais Hélène, si tu peux attendre un peu. Parfait. Valérie précise sa question, Christelle. Une Oui, réparation de garde-corps de métallique de 30 ans d'âge au lieu d'un remplacement neuf, par exemple. bah, ça peut être considéré, oui, je pense comme du réemploi. Mhm. Ok. Camille, tu valides aussi? Oui, bien sûr. Mhm. Ben, oui, je pense que c'est sur des questions aussi précises. Je pense que ça peut dépendre des situations. Euh, mais là, je vais en parler aussi D'accord, euh, ouais, ouais. sur Ouais, la différence entre maintenance, réemploi. Je vais en parler. super. Pareil, il y a une question de Flore, mais je peux la laisser parce que ce sera la seconde partie. Si on restaure des menuiseries bois anciennes au lieu de menuiseries neuves aussi, par exemple. Donc là, Camille, en fait, tu vas en parler juste derrière. Donc, pour information et tel qu'envisagé, Bertrand Tessière va présenter le plan d'intervention de la SMA BTP, lesquels portent bien évidemment toutes ces questions assurantielles, puisque Christelle Battu de l'Adréal intervenait à propos du contexte réglementaire du réemploi. Merci beaucoup, Christelle Battu, Merci. et nous laissons la parole à Bertrand Tesser et Camille Azencote, suivi Ah, de Sandra. Mm.
Alors, merci Gaël. Bonjour à tous. Je vais dire quelques mots d'introduction sur la SMA BTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Comme son nom l'indique, c'est une compagnie d'assurance à forme mutualiste et nous dédiée à la couverture d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics. Donc, les acteurs de l'acte de construire, on est bien évidemment connu pour apporter des solutions d'assurance aux entreprises, mais on est présent sur tous les marchés. La maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les BET, et aussi, bien entendu, les architectes, ce qui nous permet d'avoir une vision 360. Ambition trouver des solutions d'assurance, ça nous occupe relativement bien, hein, satisfaire 180 000 clients et gérer également leurs risques. Notre vocation, c'est aussi de distiller chaque fois que cela est possible des conseils de prévention. Et c'est à ce titre-là que nous avons bien volontiers accepté d'intervenir aux côtés de l'Adréal et d'ILO Formation pour apporter un éclairage sur le réemploi des matériaux. Notre modèle économique repose sur la proximité géographique. C'est ainsi que nous avons dans chaque chef-lieu de région un pôle service client qui est dédié à la gestion des risques des professionnels des actes des acteurs de l'acte de construire. J'ai le plaisir d'assurer la responsabilité du pôle service client où nous avons plusieurs compétences. Et aujourd'hui, c'est pas moins de 3 compétences qui vont concourir à la présentation de notre intervention. Du coup, Camille, si tu veux un petit peu avancer sur l'annonce du plan. Donc, nous aurons dans un premier temps Camille Azincote qui va dire un mot de sa mission, qui parlera de l'état de l'art du réemploi et qui reviendra sur les guides et les critères techniques du réemploi, qui donnera son avis éclairé de l'analyse des risques. Comment, quand et dans quelles limites peut-on avoir recours au réemploi? Ensuite, nous aurons Sandra Domenech qui représente la filière contrat et qui nous fera un focus notamment sur le contrôle des attestations. SMA BTP, tiens, un sujet hautement d'actualité et qui va, j'en suis sûr, intéresser les architectes. Et le propos sera conclu par Catherine Bercher, qui est responsable règlement auprès du pôle service client, qui évoquera les responsabilités de l'architecte lorsqu'il intervient en ayant recours à du réemploi. On aura, enfin, pour conclure le propos, bien sûr, la possibilité d'échanger et on essaiera de répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Très bien. Je vais pouvoir donc enchaîner sur les deux parties qui me concernent. Donc l'état de l'art du réemploi et l'analyse des risques liés à l'usage du réemploi. Et je vais tenter aussi de répondre aux questions qu'il y a pu avoir tout à l'heure. Hop, voilà. Donc pour démarrer, je vais vous faire suivre un petit questionnaire que je vais mettre si j'arrive dans le chat. Hop, voilà. Et c'est pour faire un sondage et je vais faire apparaître ensuite sous forme de nuage de mots. Donc c'est dans ce questionnaire, euh, je demande quelle est votre perception, votre vision des textes de référence selon vous au sujet du réemploi. Et il y a une deuxième question ensuite, donc c'est sur notamment les matériaux que vous préconiseriez en réemploi en tant qu'architecte. Et, euh, et après, voilà, je demande aussi si vous avez déjà mis en œuvre euh, si vous avez participé à une maîtrise d'œuvre de chantier où il y avait du réemploi. C'est donc je vais pouvoir afficher en direct les réponses sous forme de nuages de mots. Euh, et je vous laisse quelques secondes pour, euh, pour répondre. C'est pour voir un petit peu si, si vous avez déjà fait l'exercice ou si vous êtes plus sur
une phase euh, de- d'apprentissage de formation, sachant qu'il y a eu plusieurs webconférences déjà avec notamment ILO Formation sur le réemploi. Donc vous avez pu avoir déjà accès à un certain nombre d'informations. Alors, je regarde. Voilà, j'ai déjà un certain nombre de réponses. Donc je vais pouvoir afficher les, les premières réponses. Voilà. Hop. Donc j'affiche. Voilà ce que j'ai eu au niveau des réponses. Voilà. Voilà ce que j'ai eu comme réponse. Donc on voit qu'il y a euh, euh, d'idées un petit peu préconçues sur leur emploi. On a l'impression que un- on n'a pas peu de liberté d'action, que ça peut être compliqué. Et il y a quelques mentions quand même d'encadrement au niveau de la loi AGEC, au niveau de guides comme les guides FRCBE. Donc on voit qu'il y a, c'est assez varié en termes de niveau de, de connaissances ou de pratique. Ok. Alors je vous montre mon schéma. Donc le réemploi, en fait, il est pas encadré au niveau réglementaire, au niveau technique. Il n'y a pas de référentiel technique reconnu et validé. Donc actuellement, les référentiels techniques qui sont reconnus et validés, ça va être les normes, les DTU. On va voir les recommandations professionnelles qui vont être visées par la C2P, les règles professionnelles visées par la C2P, les avis techniques et les DTA. On peut avoir aussi les ATEX, appréciation de techniques d'expérimentation. Ça, ce sont les référentiels techniques reconnus. Euh, pour ce qui concerne le réemploi, on va avoir un certain nombre de guides et de recommandations qui existent. Donc là, je vous montre. Pour le moment, on a uniquement les recommandations professionnelles de réemploi sur les aciers qui ont été publiés par le CTICM. Donc ça a été publié en juillet 2024 et ça permet d'être en technique courante, c'est-à-dire c'est validé par les assureurs. Donc ces recommandations permettent de faire du réemploi de structures métalliques et euh, il n'y a aucun souci au niveau des assurances. Il y a des travaux en cours euh, pour faire des recommandations professionnelles de réemploi sur les voitures terrasses pour les protéger par des gravillons ou des dalles sur plot, également pour les bardages métalliques. Mais ça, ce sont des travaux qui n'ont pas encore complètement abouti. Tout le reste, donc c'est couvert par un stand de guide. C'est pas validé par les assureurs, mais ça permet quand même une certaine maîtrise du risque et c'est apprécié lors d'une analyse du risque par exemple, un expert qui travaille pour une assurance. Donc les guides, je vais en parler. Donc on a les guides Spirou dont parlait Christelle. Donc Spirou pour sécuriser les pratiques innovantes de réemploi via une offre unifiée. Ça a été publié en mars 2024 et on les a appelés, ces guides, les notes méthodologiques. Ces notes, elles couvrent 10 familles, voilà, qui sont listées ici. Donc on a
privilégier les équipements et matériaux qui posent peu de difficultés au niveau du réemploi en termes de risque. Donc, on a notamment les blocs-portes, les appareils sanitaires, les dalles de moquette, les charpentes industrielles en bois, les radiateurs à eau, les armoires électriques, protection modulaire, les luminaires, les briques, les mortiers de chaux, les bardages minéraux et les conduits de ventilation rigides en galva. Donc, toutes ces 10 familles, elles ont fait l'objet de ces notes méthodologiques en partenariat donc, avec le CSTB, avec la FFB, et elles permettent de sécuriser le réemploi. Voilà. Donc, avant de passer aux nouveaux acteurs, je vais parler également des guides que j'ai cités tout à l'heure, les guides FBE, les guides FCRBE. Donc, ces guides euh, ne sont pas officiels et ne sont pas validés par, entre guillemets, par les assureurs. C'est-à-dire qu'il faut une analyse pour qu'ils soient couverts par l'assureur, mais ils permettent de maîtriser techniquement l'utilisation de ces matériaux de réemploi. Donc les guides FBE, ils couvrent notamment les parquets. Ensuite, on a les guides FCRBE qui vont couvrir les portes, les sanitaires, les moquettes. Ça va recouper un petit peu les notes méthodologiques du projet Spirou. La deuxième partie sur l'analyse du risque et les nouveaux acteurs. Donc l'introduction des matériaux de réemploi va faire apparaître de nouveaux métiers et de nouvelles missions qui pourront être embrassées par l'architecte notamment. Donc voilà, c'est un peu tous les acteurs qui peuvent graviter autour d'une opération de construction avec les nouveaux acteurs liés au réemploi. Donc on a les déconstructeurs. Euh, Lorsque on fait du réemploi, on a besoin d'une ressource et ces matériaux de réemploi peuvent provenir de chantiers de déconstruction qui peuvent s'appuyer notamment sur les diagnostics PEMD. On a aussi le qualificateur. Le qualificateur, ça c'est un nouveau métier que je vais développer après. Le qualificateur, lui, il va permettre de déterminer des caractéristiques d'un matériau de réemploi et de s'engager sur des performances. Il va également préconiser, si nécessaire, des essais à réaliser pour garantir le niveau de performance du matériau. Ça, c'est un nouveau métier. On a aussi les plateformes de réemploi, qui peuvent s'engager aussi sur des performances ou simplement mettre en relation euh, des personnes, des entreprises qui ont des matériaux pour lesquels elles veulent les revendre et un acquéreur qui est intéressé pour réemployer ces matériaux de construction. Ensuite, on va voir les AMO, maîtres d'œuvre, architectes et BET réemploi, qui peuvent se spécialiser dans le réemploi et euh, faire un accompagnement très en amont du maître d'ouvrage. Et enfin, le contrôleur technique, lui, il a sa mission donc qui est définie par la norme, mais il peut aussi avoir des missions additionnelles qui vont correspondre à de l'accompagnement technique sur du réemploi. Et enfin, les constructeurs qui vont réaliser un chantier, réaliser un ouvrage qui va potentiellement incorporer des matériaux de réemploi. Et on verra par la suite donc l'impact du réemploi au niveau du contrat d'assurance et au niveau également des responsabilités. Ça va être développé par mes collègues, donc Sandra Domenech et Catherine Berger.
Donc, je vais vous faire passer un petit sondage de nouveau que je vais mettre dans le chat. Hop. Et ça va me laisser le temps d'afficher les résultats du premier sondage que j'avais pas affiché totalement. Alors, voilà, hop. Voilà, donc j'ai eu pas mal de réponses. Et voilà, nickel. Voilà. Donc là, c'est ce que vous avez répondu tout à l'heure sur les matériaux qui pour vous peuvent être réemployés facilement, que vous avez déjà réemployés ou que vous comptez réemployer sur de prochains projets. Donc on voit que globalement, vous êtes de raccord avec les différents guides techniques qui existent. Et donc ce qui a été le plus répondu, ça va être les sanitaires. Effectivement, c'est ce qui est le plus simple, parce qu'au niveau du risque et au niveau de la difficulté à déposer et à reposer, c'est simple. On a les tuiles. Donc pour les tuiles, il existe un guide du CSTB qui décrit voilà, une méthode pour vérifier que les tuiles peuvent être bien réemployées. Pour les tuiles, le risque principal, ça va être le risque que les tuiles soient gélives, et c'est-à-dire que elles s'effritent sous l'effet des cycles de gel-dégel, parce que une tuile peut au cours du temps devenir poreuse et donc être fragile par rapport au gel-dégel. Donc Charpente utilise un guide, du coup, on l'a vu avec le programme Spirou. Euh, donc la maçonnerie, euh, on- pour ce qui est de la maçonnerie, les moellons, la maintenance des pierres, ça c'est une pratique ancienne et traditionnelle. Euh, et voilà, on voit que vous avez des idées qui correspondent à l'état de l'art du réemploi. Très bien. Donc je vais sauter sur les réponses du deuxième questionnaire. Alors, voilà. Donc c'est à qui vous avez recours potentiellement pour euh, faire du réemploi. Voilà. Donc, je vous montre ce que vous avez répondu. Voilà. Donc on voit beaucoup de protocole, résistance, essai. Donc le... c'est une partie de l'analyse du risque à avoir. Effectivement, on a un matériau de réemploi. Il a eu une vie passée. Eh bien, il faut s'assurer que, il va pouvoir durer au moins 10 ans et voire plus. Donc pour ça, suivant la catégorie hein, de matériaux, il faut mettre en place un protocole d'essai pour vérifier les performances du matériau.
Et pour faire ça, on peut s'appuyer sur les guides qui existent. Il en existe sur de nombreuses familles de matériaux que j'ai cités tout à l'heure. Ok, très bien. Et ensuite, sur le sondage, avez-vous déjà mis en œuvre, réalisé la maîtrise d'œuvre de chantier de réemploi? Donc là, j'ai sur une vingtaine de réponses, c'est à peu près moitié-moitié. J'ai une dizaine de oui, une dizaine de non. Ok. Donc je vais insister maintenant sur les nouveaux métiers au réemploi. Et je vais reparler un petit peu du diagnostic PMMD. Donc le diagnostic PMMD, produit, équipement, matériaux, déchets, il est important parce qu'il contient des recommandations sur le réemploi des matériaux. Et ça va assez loin puisque on va avoir des détails sur euh, les conditions de stockage, de conditionnement et de transport et l'utilisation des matériaux de réemploi. Donc la traçabilité est importante pour le réemploi, puisque pour s'engager sur des performances d'un matériau, il faut connaître un petit peu sa vie passée. Pardon. On en vient ensuite à la qualification des matériaux de réemploi. On, on doit vérifier plusieurs points. Donc la durabilité. Ensuite, bien intégrer les contraintes réglementaires et techniques. Le matériau qui va être mis en œuvre, il doit répondre au même titre qu'un produit neuf à à des critères de durabilité et de performance. C'est pas parce que c'est un matériau de réemploi que le ménage va être moins exigeant. Anticiper la dégradation des qualités performantielles. Le matériau qui a déjà eu une vie passée, eh bien, il doit maintenir ses, euh, ses caractéristiques pendant une durée qui doit dépasser 10 ans. Éviter les risques de contamination. Eh bien, le matériau, il faut éviter qu'il ait été contaminé au plomb, à l'amiante, il faut vérifier qu'il n'a pas été pollué au cours de sa vie passée. Donc actuellement, ce métier de qualificateur n'est pas encadré par la loi et il peut être réalisé par plusieurs acteurs. Il peut être réalisé par une plateforme de distribution, par un acteur indépendant, par une entreprise, par un diagnostiqueur. Le contrôleur technique ne peut pas faire à la fois un contrôle technique et qualifier les matériaux. Ou alors ça doit être une mission à part. Et ne pas faire les deux, hein. On peut, si on fait intervenir un contrôle technique pour qualifier des matériaux, eh ben, il ne peut pas faire le contrôle technique de l'opération. J'avais fait un petit nuage de mots aussi sur euh, comment maîtriser le risque lié au réemploi. Eh bien, pour arriver à ça, il faut s'entourer d'acteurs qui sont spécialisés. Il faut anticiper énormément sur à la fois au niveau contractuel avec le maître d'ouvrage pour consulter les entreprises en intégrant des clauses liées au réemploi et en les cadrant au niveau technique. On peut avoir un CCTP qui parle uniquement du réemploi. Euh, bien s'assurer que les différents guides sont suivis, solliciter son assureur en amont et prévoir aussi le budget au niveau du réemploi parce que c'est pas parce que c'est du réemploi que ça va coûter moins cher. Et on doit avoir toutes ces missions nouvelles qui doivent être financées. Donc on en vient à une notion qui a été faite par les assureurs, mais qui s'appuie sur des référentiels techniques. C'est la notion de technique courante et de technique non courante. Donc pour être en technique courante, c'est-à-dire être assuré de base par l'ensemble des assureurs, eh bien, il faut être dans la partie verte ici.
Donc, on va avoir les normes DTU, les recommandations professionnelles, les règles professionnelles visées par la C2P, hein, les ATEC DTA sur liste verte et les ATEX avec avis favorable. Actuellement, au niveau du réemploi, on a uniquement l'acier qui va être couvert en technique courante par des recommandations professionnelles de réemploi. Pour tout le reste, on va être dans la partie de droite en orange, en technique non courante. Même si on va être conforme à certains guides, au guide Spirou, FBE, FCRBE, on va être en technique non courante. Et donc là, ça veut dire qu'il faut le déclarer à son assureur. Sinon, voilà, il y a un risque en cas de sinistre d'indemnité qui va être partielle ou d'absence d'indemnité. Et là, c'est là où enfin, j'aurai peut-être des questions, hein, mais Sandra va pouvoir intervenir sur cette partie contrat d'assurance. Mais je suis à l'écoute pour les questions. Alors, hop, mince. Alors, je vois pas les questions. Euh, Tu veux qu'on te lise des questions, Camille? Ouais, parce que là, je les vois Oui. Ah, pas. C'est il y bizarre. a, sinon, tu Ah, actionnes si, si. C'est Q et que R là en bas. c'est bon, j'ai trouvé. OK. Autant pour moi. OK. Fallait que je. C'est bon. Donc, donc, il y avait sur la restauration des menuiseries bois anciennes, des menuiseries neuves. Donc, quand on fait de la réhabilitation ou de la restauration, c'est différent du réemploi. Le réemploi, en général, ça va pas être sur un même ouvrage. Ça va être sur un autre ouvrage. On va déconstruire, récupérer des éléments et les mettre en œuvre sur un autre chantier. Quand c'est sur un même chantier, on va plus être sur de la maintenance, de la restauration. Ce ne sera pas forcément du réemploi, bon, sauf cas particulier. Ensuite, euh, est-ce que les autres matériaux devraient avoir une technique courante? Eh bien, si les filières mettent au point des recommandations professionnelles de réemploi qui sont validées par la C2P, ce sera de la technique courante. Et c'est en cours de réalisation. Qu'est-ce que la C2P? Oui, effectivement, ça c'est important. La C2P, donc, c'est la Commission Prévention Produits. Elle fait partie de l'AQC. Donc là, c'est beaucoup d'acronymes. Mais euh, les informations seront envoyées ensuite. Il y aura une présentation euh, euh, qui, euh, qui récapitulera tout ça. Et donc cette C2P statue sur euh, la validité des recommandations professionnelles. Pour l'assureur, quelle est la différence entre un réemploi et le fait de ne pas traiter certaines parties du bâtiment existant? Je comprends pas la question. Euh, alors, doit-on déclarer? Alors, sur les questions d'assurance, Sandra va pouvoir répondre. Euh, exemple de projet. Donc, oui, il y a des retours d'expérience. Christelle parlait des projets Life to West to Build. Donc, il y a des chantiers pilotes et le retour d'expérience peut être vu sur leur site web. D'accord. D'accord. Bon, bah, j'avais répondu. Très bien. D'accord. Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur qui fournit une attestation de caractéristique d'un produit destiné au réemploi ou les deux? Donc ça, c'est une question importante. Donc ça dépend. Une plateforme, euh,
peut dire je fais uniquement de la mise en relation entre quelqu'un qui a un matériau disponible et quelqu'un qui veut le mettre en œuvre. Ça peut être clairement indiqué comme ça, et à ce moment-là, il n'y aura pas d'engagement sur les performances. Par contre, la plateforme peut s'engager sur une performance et à ce moment-là, qualifier le matériau. Et à ce moment-là, elle va dire ce matériau, je le garantis pour un usage et les performances qui sont requises pour cet usage. Donc ça va dépendre. Et ensuite, c'est l'entreprise qui met en œuvre. Elle, elle aussi, elle va accepter le matériau et aura une responsabilité sur ses travaux. Et ça, Catherine va le développer. Donc une différence entre un élément utilisé in situ et sur un autre chantier. Oui, il y a une différence. Euh, Quand on est sur un même chantier et qu'on va restaurer des éléments, par exemple un parement en pierre mince qui est nettoyé et reposé sur la façade, eh bien, c'est pas du réemploi, mais c'est de la maintenance. On respecte le DTU et il y a des essais qui sont prévus d'ailleurs par le DTU de vérifier les attaches et ensuite on peut, après nettoyage, remettre en œuvre ces pierres. Et là, on n'est pas sur du réemploi, on est sur de la maintenance. Alors, sur le reconditionnement, là, il y a une définition légale hein, pour le reconditionnement qui apporte une garantie de 2 ans, mais c'est des termes bien spécifiques. Et il y a une différence entre voilà, le reconditionnement et la notion de technique courante pour l'assureur. Alors. Ensuite, sur la démolition de murs en pierre pour faire des gabions, est-ce que c'est du remploi? Non, là, on va être sur du recyclage, parce qu'on va transformer la matière. Le réemploi, on va pas modifier le matériau et il aura le même usage. Euh, pour faire des gabions à partir de murs, mais là, on va modifier le matériau et du coup, c'est du recyclage. Alors, si on déplace des équipements sanitaires sur un même chantier dans une autre pièce, bah pour moi, là, du coup, c'est du réemploi. Parce on a déplacé l'équipement et il va à un autre endroit. Du coup, on n'est plus sur de la maintenance, mais on est sur du réemploi. C'est vrai que c'est assez subtil. Euh, Là, je vais peut-être passer la parole à Sandra, parce que j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si ça vous convient. Oui. Bonjour. Alors, il y a quelques questions, notamment par rapport à l'usage de la technique non courante. Est-ce qu'elle doit être déclarée par l'entreprise ou bien l'architecte? Ça, je vais peut-être faire le développement et revenir sur ces questions ensuite. Parce que je pense que par rapport au développement que je vais faire, il y a beaucoup de questions qui vont être auxquelles je vais répondre. Euh, on peut peut-être commencer le déroulé. Donc, je vais faire un focus sur les attestations d'assurance. Donc, pourquoi ce focus sur les attestations d'assurance? Parce que en tant qu'architecte, votre devoir de conseil peut être engagé. Donc, en fait, l'architecte doit être attentif aux couvertures d'assurance des constructeurs, donc constituer un préjudice relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte.
Pareillement, la responsabilité de l'architecte peut être recherchée pour le manquement à l'obligation d'informer le maître d'ouvrage du défaut d'assurance d'un constructeur. Donc, cette vigilance a quand même un intérêt également en tant qu'architecte, puisque vous-même, vous devez respecter les mentions sur les attestations d'assurance. Donc, Camille, si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, les attestations d'assurance décennale doivent comporter des mentions conformément à l'arrêté du 5 janvier 2016 et au code des assurances. Donc, en France, le constructeur, donc au sens large, c'est-à-dire entrepreneur, le maître d'œuvre, l'architecte promoteur, est soumis à l'obligation d'assurance décennale et doit produire un document justificatif qui répond à un certain formalisme. Donc, on va voir ce formalisme. Donc, cet arrêté fixe le modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales. Donc, on va voir les mentions à respecter avec l'attestation. Donc là, on a établi donc une attestation fictive pour prendre des exemples. Donc, par exemple, les mentions obligatoires, tout d'abord, c'est l'identification de l'assuré. Donc, l'identification de l'assuré comporte tout d'abord par rapport aux coordonnées de l'assuré, le SIREN, qui est l'identification certaine, et le numéro du contrat. Donc, ensuite, on va avoir également l'identification complète de l'assureur. Le cas échéant, le mandat de l'intermédiaire d'assurance, donc s'il y a un courtier. Donc, ensuite, doivent impérativement figurer sur l'attestation la période de validité. Donc là, on voit en jaune, période de validité du 1er janvier 2025 au 31/12/2025. Ensuite, les activités. Cette mention est primordiale, notamment pour les entreprises, donc pour les activités et les missions garanties. Par exemple, s'il s'agit d'un maçon, il doit y avoir spécifiquement précisé les travaux de maçonnerie. Si on a un doute, on peut demander le référentiel, la nomenclature. Mais les activités doivent être indiquées sur l'attestation. Donc, sur la page suivante, nous allons voir d'autres mentions. Donc, en premier lieu, donc, on a une reprécision par rapport à la période de validité de l'attestation. C'est les garanties objets de la présente attestation s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité. Là, en l'occurrence, on vise la DOC, comme on a vu en première page, du 1er janvier 2025 au 31/12/2025. Également doivent figurer sur une attestation, impérativement, c'est la territorialité. Là, en l'occurrence, c'est France métropolitaine et les DROM. C'est une mention obligatoire. Également, la limite contractuelle d'intervention. Donc là, la valeur totale de l'opération, ce sont au chantier dont le coût total de la construction hors taxe, tout corps d'État déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de 26 millions. 26 millions, ça peut être 15 millions. La plupart du temps, c'est 15 millions. Donc ça, c'est une mention qui doit apparaître. Ensuite, s'il s'agit d'une opération supérieure à 15 millions, il doit y avoir un CCRD. Un CCRD est un contrat collectif de responsabilité décennale qui est un contrat de deuxième ligne. Pareillement, doit figurer ces mentions avec les mentions des franchises absolues. Et ensuite, nous arrivons à la nature des techniques utilisées. Donc, le corps de notre intervention, c'est-à-dire la technique courante et non courante. Par principe, les attestations d'assurance sont valables pour des techniques courantes. Donc là, on a ce qu'a répété tout à l'heure Camille, les mentions de ce qui est considéré comme technique courante. Par contre, lorsqu'on parle de réemploi, on est
très souvent, comme nous avons pu le voir, en technique non courante. Donc, s'il n'y a pas de mention spécifique par rapport à ça sur l'attestation, elle ne sera pas prise en compte. Donc là, il faudra que l'entreprise qui réalise du réemploi contacte son assureur pour que soit mentionné sur l'attestation la technique non courante, donc le réemploi. Alors, soit ça peut s'agir d'une attestation d'assurance classique, il peut s'agir également d'une attestation nominative de chantier. Mais par principe, le réemploi ne va pas apparaître sur une attestation classique. Voilà. Donc là, c'était un petit peu le focus sur les attestations. Ensuite, donc, donc l'assureur a la possibilité, par contre, d'ajouter des mentions, mais en aucun cas, elles ne peuvent restreindre la garantie donnée ni sa portée. Donc, par exemple, les mentions précisant que l'attestation est valable sous réserve du paiement partiel ou intégral de la cotisation est strictement interdite. Du moment qu'on restreint les garanties, ces mentions ne doivent pas apparaître dans une attestation d'assurance. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des questions. Hop. Oui, Sandra, j'ai laissé des questions. Il y en a 10 en fait auxquelles potentiellement tu pouvais répondre. J'ai éliminé celles auxquelles Camille avait répondu. Alors, qui déclare la technique non courante, l'architecte ou l'entreprise? Alors, comme nous avons vu, l'entreprise qui doit contacter son assureur lorsqu'il fait du réemploi, afin de vérifier sa garantie auprès de son assureur. En tant qu'architecte, par contre, si vous identifiez de la technique non courante, du réemploi, alertez l'entreprise. C'est quelque part votre devoir de conseil d'alerter également là-dessus. Euh, Sandra, je peux apporter un oui, complément d'information? oui, bien Ok. sûr. En fait, le contrat d'assurance, vous savez, c'est un contrat déclaratif et la déclaration repose sur le souscripteur. La question a apporté un éclairage sur l'entreprise, mais il faut pas oublier le maître d'ouvrage aussi, qui est concerné par la dommage ouvrage, en fait. Donc, les deux protagonistes doivent nécessairement se rapprocher de leur assureur et l'entreprise et la maîtrise d'ouvrage. Pas oublier la maîtrise d'ouvrage puisque c'est votre client, hein. Merci, Sandra. Alors, déclarer une technique non courante, description précise du matériau ou produit réemployé, plus description précise de sa nouvelle mise en œuvre. Alors, là, c'est pareil pour une technique non courante, c'est à l'entreprise et c'est à vérifier avec son assureur les conditions pour assurer et pour assurer cette technique non courante. Alors, la mention de technique non courante sur le contrat d'assurance change-t-elle le coût de l'assurance? Là, il s'agira d'une étude de risque, une étude complémentaire de risque. Donc, pareillement, c'est l'assureur qui tarifiera s'il y a lieu la technique non courante. Alors,
Sandra, on peut peut-être répondre à la question de Madame Pierson. Est-ce que le vocabulaire de non courant n'est pas rédhibitoire ou de la difficulté d'être assuré aujourd'hui? J'en sais rien. En fait, on n'a pas d'expertise en tant que maître d'ouvrage. Ce qu'on sait, par contre, c'est que dans la maîtrise d'ouvrage public, il y a quand même des incitations réglementaires et légales à recourir au réemploi. Les sociétaires que nous avons en portefeuille, ben, on les accompagne sur la thématique, hein, et donc, il n'y a pas trop de difficultés. Il y a un peu de sensibilisation, un peu de compréhension, mais en principe, ils ont des équipes techniques qui comprennent facilement les sujets. Ouais. La nomenclature est-elle commune à tous les assureurs ou spécifique à chacun? C'est chaque assureur a une nomenclature spécifique. J'ai j'ai vu qu'il y avait certaines questions aussi sur les aspects techniques. Donc j'en profite. Donc, sur est-ce qu'on peut modifier une charpente sur un chantier et la réutiliser? Bah, du coup, là, on n'est plus sur du réemploi parce que c'est plus de la mise en œuvre sans modification. On n'est pas sur de la réutilisation où là, on met en œuvre sans modification, mais pour un autre usage. On est sur une forme de recyclage. Donc, c'est un sujet à part. Et, euh, et pareil, hein, sur la question sur les éléments structuraux qui vont être ensuite réutilisés, qui ne serviront plus au niveau de la structure. Là, c'est de la réutilisation. Et ça a été fait, par exemple, à Montpellier pour des, euh, des pierres qui étaient utilisées pour une façade. Ces pierres ont été déposées, nettoyées, et ensuite ont été mises en œuvre pour des cloisons intérieures des logements. Donc là, c'était de la réutilisation. Et donc c'est ça, euh, on n'a pas besoin des mêmes euh, couvertures que pour du réemploi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est peut-être moi qui vais clore le chapitre en parlant donc des responsabilités, puisqu'on en revient non seulement à l'essentiel qui est la réalisation quand même d'un ouvrage, mais aussi porteur de son lot parfois d'ennuis avec des mises en cause de responsabilités. Alors, on va voir, je vais illustrer ça comme dans le droit fil de la présentation de Camille. J'ai choisi d'autorité un certain nombre de mots. Les mots qu'on utilise très souvent, qui fait partie de notre langage commun pour qui traite des dossiers de responsabilité en général, ceux des architectes en particulier. Voilà, et donc vous retrouvez peut-être des mots qui sonnent à vos oreilles, donc responsabilité civile, lien de causalité, prescription, réparation, faute, présomption, solidarité, des mots qui sonnent, qui font parfois un peu mal. Les différents métiers, le contrôleur, maître d'œuvre, l'état d'émission. Donc je vais rester dans un cadre général de responsabilité pour refixer le contexte dans lequel le réemploi va ensuite être après sujet ou pas donc à des mises en cause. Donc si on revient donc à l'origine de vos obligations, donc tout part des engagements qui sont les vôtres avec un certain nombre et sont nombreuses donc des obligations. Donc ces obligations, elles sont à la fois donc techniques dans la phase de la conception, puisqu'il vous appartient donc de prendre en compte les données du projet, de traduire les souhaits du maître d'ouvrage en plan et puis et en études techniques. Vous vous préoccupez aussi de la faisabilité technique
financière et administrative du projet, et puis la phase de réalisation où il y a une surveillance du chantier. Il y a aussi donc des obligations qui sont financières et comptables avec le respect des budgets de travaux, donc suivre la comptabilité de ces travaux, la vérification des comptes des entreprises et la délivrance des autorisations de paiement. Là aussi, c'est assez générateur, ça peut être générateur d'un certain nombre de réclamations. Il y a aussi et pas des moindres, des obligations administratives juridiques avec le respect des réglementations. C'est précisément donc de ce cadre-là qui a été posé précédemment donc par les différents intervenants, les formalités administratives, bien évidemment, et puis la préparation des pièces, des pièces contractuelles. Et donc c'est parmi ces vérifications que s'inscrivait notamment donc la vérification des attestations telles qu'en parlait tout à l'heure Alexandra, qui fait également partie d'une obligation donc plus générale de conseil et de renseignement qui pèse sur tout public professionnel, mais en particulier sur le métier de l'architecte. Donc, une fois décrit ces obligations que vous connaissez bien mieux que moi, et bien donc elles sont représentées elles sont déclinées à travers un certain nombre de missions. Alors tu vas un tout petit peu vite, Camille. Juste voilà. Donc ces missions, donc voilà, vous avez une étendue de missions qui sont il y a tout un panel. Donc soit vous vendez une prestation globale avec toute la déclinaison des prestations auxquelles on peut rajouter celles qui ont été évoquées notamment par Camille, puisqu'il y a des nouveaux aspects réglementaires qui donc doivent être ou qui peuvent être prises en compte, qui sont aussi des opportunités économiques parfois, donc qui pourront être ajoutées. Et en tout cas, c'est à partir de ces missions que vont bien sûr être appréciées les différentes responsabilités si jamais donc vous avez à subir ou à répondre en tout cas d'une mise en cause. Et donc c'est là que les juristes donc qui est la population donc qui s'occupe de l'analyse des dossiers de responsabilité. Donc nous on entre en œuvre pour apprécier les différents fondements de responsabilité sur lesquels vous êtes recherché. Alors il y a deux ordres de responsabilité. Donc il y a la responsabilité contractuelle dès lors que vous êtes en lien avec donc une partie à un contrat dans lequel vous avez des missions. Et puis, c'est de la responsabilité délictuelle pour tout le reste, c'est-à-dire dès lors qu'on est en dehors d'une relation et d'une partie avec laquelle on a créé des obligations réciproques. Donc là, on peut passer, Camille, à la slide suivante, puisque c'est une représentation donc à l'échelle de l'opération. Je vais donc juste l'illustrer. Illustrer donc les relations contractuelles. Clairement, elles sont entre le maître d'ouvrage et son contrôleur technique. Elles vont être ensuite entre le maître d'ouvrage et chacun des membres de l'équipe qui représente la conception. Donc, j'ai mis qu'une flèche, mais bien sûr, c'est autant de flèches que de parties prenantes donc à cet acte de construire. Et puis, il en va de même avec l'équipe avec les constructeurs, ceux qui sont chargés de faire, et donc le gros œuvre, couverture et tous les lots techniques qui l'accompagnent. C'est également le cas lorsque chacun de ces constructeurs sous-traite une partie de la mission qui lui est confiée. Donc là, j'ai pris l'exemple du gros œuvre qui peut avoir passé contrat avec un sous-traitant ou menuisier, par exemple, qui aura passé un contrat avec son fournisseur lorsqu'il n'est pas lui-même le fabricant de la menuiserie qu'il va mettre en œuvre. Et puis enfin, donc tout le reste, et ce seront donc les flèches jaunes qui vont apparaître, tout le reste, c'est toutes les actions qui peuvent être exercées les uns avec ou plutôt contre les autres et qui relèvent du domaine purement délictuel parce qu'elles ne reposent sur aucun lien contractuel. Et tout ça, en termes juridiques, cela a des conséquences sur l'étendue des droits à réparation de celui qui vous met en cause.
Donc, une fois ça décrit, je vais donc vous parler un petit peu donc de ces mises en cause de responsabilité. Je vais donc vous les décrire. On peut passer, voilà. Donc cette photographie, elle vous illustre donc une opération. Je me suis centrée bien sûr dans mon propos sur les mises en cause de responsabilité qui visent une opération de construction. Donc, à la fois, le panorama vous montre que donc le sujet commence dès l'ouverture du chantier, mais pas que, parce que votre métier vous amène souvent à intervenir en amont de cette phase-là. Il y a donc une étape stratégique par rapport aux différentes responsabilités qu'on peut mobiliser, qui est l'étape de la réception et qui, elle, va donc enclencher un certain nombre de droits à agir pour un maître d'ouvrage pour revendiquer la réparation de certains désordres. Donc, vous avez une différence entre l'entrepreneur et l'architecte. Vous voyez qu'il y a deux blocs, parce qu'il y a une différence quand même entre les deux. Si dans le temps, l'échelle du temps, donc la partie horizontale, vous voyez que à partir de la réception, vous avez donc un petit encart vert avec 1 an pour le terme de la garantie de parfait achèvement. Vous avez donc 2 ans pour la garantie de bon fonctionnement et puis les fameux 10 ans pour ce gros paquet qui est la responsabilité décennale et puis la responsabilité civile contractuelle résiduelle. Je vais vous les définir un petit peu après. Mais différence entre l'architecte et l'entrepreneur parce que déjà l'architecte ne répond pas à proprement parler de la GPA, voilà. Et puis parce que l'entrepreneur, lui, est tenu de toute façon d'une obligation de résultat. Dans le cadre de son obligation, y compris l'obligation donc dans le cadre de sa responsabilité contractuelle. Là où l'architecte, lui, a une situation un peu plus confortable puisqu'il ne répond que d'une obligation de moyens. Mais avant de reparler éventuellement de cet aspect, je vais donc me centrer sur ce qui est le gros morceau de la responsabilité pour ce qui est du réemploi, encore que je pondère mon propos, puisqu'on a vu qu'il y avait tout un tas en tout cas, il y a quelques nouveaux métiers qui apparaissent. Et ces métiers ne sont pas, n'entrent pas dans la qualification de constructeur. C'est-à-dire que la nature de la mission qui est dévolue, qui est en général de ce qu'on a pu voir, donc une mission de diagnostic, qui est donc en amont de l'opération de construction, c'est que ce ne sont pas des métiers qui auront à répondre de la qualité dans le temps de l'ouvrage et surtout du matériau qui aura été réemployé dans l'ouvrage construit ou réparé. Voilà, donc il y a cette différence. Seuls les constructeurs qui sont définis, donc c'est l'article 1792 du Code civil, ont à répondre de cette fameuse garantie décennale qui les engage donc pour une durée de 10 ans. Et donc, la qualité, la caractéristique du réemploi, c'est pour ça que la sémantique, elle est pas superflue. Le réemploi fait que le matériau doit avoir toutes les caractéristiques, donc nécessaires pour durer dans le temps et au moins tenir dans cette garantie légale. Faute de quoi, si un dommage survient par le fait de cette mise en œuvre, eh bien, on sera donc potentiellement sur un désordre de nature décennale qui engagera donc la responsabilité des constructeurs. Alors, la jurisprudence qu'on peut trouver, c'est pas forcément très facile parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc, avant que ça vienne dans le débat
dans le débat juridique, dans le débat judiciaire et surtout avec des décisions qui sont du dernier échelon, ce qu'on appelle la jurisprudence, qui n'est rendue que par des décisions du Conseil d'État ou généralement c'est plutôt la Cour de cassation et juridiction civile. Voilà, donc à défaut, on peut s'appuyer sur quelques décisions qui relèvent donc des décisions de cour d'appel notamment, ce qui est déjà pas si mal, et qui font clairement apparaître ne pas faire de différence. Qu'on parle de réemploi ou pas, peu importe. C'est-à-dire que là en l'occurrence, il s'agissait de la réalisation donc de remise en œuvre d'équipements et de matériaux qui étaient donc réemployés dans une structure qui était un équipement qui était à des fins professionnelles, mais qui, vu la défaillance des équipements, rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Il a pu être donc jugé que ça engageait et de un la responsabilité décennale des constructeurs et de deux que la circonstance qu'il s'agissait d'un matériel réemployé ne changeait strictement rien à cette qualification. Et deuxième information qui n'est pas neutre, c'est que elle ne change pas l'étendue de la réparation. Donc ça, c'est l'autre point donc que j'ai pu voir donc dans les décisions, c'est que on pourrait s'imaginer que le maître d'ouvrage qui a consenti, qui a souhaité donc du réemploi, cela pouvait être considéré comme finalement un motif pour limiter, en tout cas on aurait pu imaginer que ça aurait pu limiter son droit à réparation. Pour l'instant, il n'en est strictement rien. C'est-à-dire qu'il suffit, lorsqu'on parle d'une mise en cause, un dommage qui met en cause la responsabilité décennale des constructeurs, et encore une fois, toute la ligne des constructeurs est mise en cause, du promoteur en passant par l'architecte, les différents métiers donc des bureaux d'études, contrôleurs techniques aussi, et les constructeurs qui ont fait. Voilà, tout cela donc sont exposés et doivent répondre du dommage, et qui, s'il est considéré comme de nature décennale, déjà, cette présomption est acquise, c'est-à-dire que c'est à toute cette équipe-là de constructeurs d'arriver à démontrer donc que ce n'est pas donc que ça relève ou d'une faute d'un tiers ou de la faute du maître d'ouvrage, ou démontrer, ce qui est encore plus improbable, donc un cas de force majeure. Voilà, pour vous expliquer ce que j'ai pas peut-être forcément rappelé au début, c'est que la responsabilité décennale est un régime dérogatoire. C'est-à-dire, ça déroge au principe qui veut que, normalement, si je mets en cause la responsabilité de quelqu'un, il m'appartient d'en apporter la preuve d'abord de mon dommage, de la faute, et puis du lien de causalité. Ce régime spécifique a été imaginé donc en 78, la loi Spinetta a inversé cette charge de la preuve et a même créé un régime de présomption dont il est très difficile de s'exonérer. Et donc j'en reviens à cette notion de réemploi, c'est le seul fait de faire accepter par le maître d'ouvrage donc le fait d'avoir à utiliser du matériel de réemployé n'est absolument pas un motif, ne serait-ce que d'invoquer une immixtion de sa part dans une immixtion fautive. Peut dire sur donc ces mises en cause de responsabilité. Chose importante, c'est que donc voilà, comme je disais, tout le monde n'est pas à égalité dans les petites flèches que vous vous souvenez peut-être sur la diapositive qui était différente. Tout un chacun peut voir sa responsabilité engagée. Retenons juste que celui qui revendique un dommage, bon là en l'occurrence ce sera le maître d'ouvrage, eh bien il va choisir le fondement juridique qui sera le plus facilitant pour lui.
Donc, il va choisir forcément le cas de la responsabilité décennale. Si le désordre n'est pas suffisamment grave, il lui restera toujours la responsabilité contractuelle. Et là, entre vous, donc, vous n'êtes pas tous égaux puisque l'entrepreneur, lui, sera tenu d'une obligation de résultat et donc la charge de la preuve pour lui sera un peu plus difficile, là où, de votre côté, vous répondez d'une obligation de moyens. Donc, il va falloir donc qu'il démontre l'entièreté de votre faute. Il y a juste lorsque vous êtes un peu malmené sur votre obligation de conseil, où là, j'avoue que c'est pas si facile que ça parce qu'il vous appartient quand même de démontrer en quoi vous ou comment vous avez satisfait à cette obligation d'information. Et c'est important parce qu'en matière de réemploi, on l'a bien compris au travers de tout ce qui a été expliqué, c'est que tout repose beaucoup sur le conseil que vous devez apporter en amont au maître d'ouvrage et notamment la nécessité pour lui de se faire assister par des professionnels avec une mission spécifique. Donc, on a parlé du contrôleur technique qui pouvait avoir une mission spécifique, le diagnostiqueur qui fait partie de ces nouveaux métiers. Alors, les autres, je les maîtrise pas bien, mais Camille en a dressé donc toute une couronne. Voilà, donc c'est des métiers qui porteront aussi une responsabilité. C'est ce que je voulais dire. La seule chose, c'est qu'ils ne porteront pas la responsabilité décennale. Donc, c'est dans un second temps que chacun des intervenants va donc, par un jeu d'appel en cause, ça c'est notre terme un peu juridique, on va donc chacun rechercher à s'appuyer sur la responsabilité des autres pour essayer de limiter au plus possible l'engagement fautif, ce qui nous est reproché en démontrant qu'elle n'est vraiment que résiduelle, voire même inexistante. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, exhaustive, je sais pas. Mais du coup, je vais peut-être compléter en fonction des questions qui seront posées. Merci Catherine, oui, tu as été très claire. Donc, il y a 3 questions et n'hésitez pas à reposer vos questions. Tout à l'heure, quand Camille est intervenue, j'ai eu une faiblesse de connexion, malheureusement. Et donc, j'ai pas pu suivre le fil. Donc, j'ai éliminé Oui, là, aussi j'en ai 3 en visu. Oui, tu en as 3, Catherine, c'est ça. Voilà. Donc, la relation non directe entre le maître d'œuvre et la plateforme de réemploi où se fournit l'entreprise est-elle de l'ordre de la responsabilité extra-contractuelle? Ah, ben oui, de toute façon, c'est bien simple. Dès que vous envisagez de mettre en cause la responsabilité de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas vous n'avez pas passé un contrat, c'est simple, c'est de la responsabilité délictuelle, extra-contractuelle délictuelle. Ensuite, vous nous avez indiqué que le réemploi était quasi systématiquement une TNC. Y a-t-il un intérêt à déclarer à l'assureur pour du réemploi de petits éléments type lavabo céramique? Quel risque réel et où mettre le curseur? En tout cas, en tant que de par vos missions, vous ne pouvez pas ne pas vous soucier de la qualité intrinsèque du produit tel qu'il va être réemployé si réemploi il y a dans l'opération. Donc vous pouvez pas l'ignorer et du coup ça vous engage aussi sur la vérification des attestations, c'est-à-dire que puisqu'il y a des matériaux qui vont être réemployés, il faut vérifier ce réemploi mis à part pour l'instant pour les structures métalliques, on a bien vu que de fait c'est de la TNC. Donc là, on parle de réalisation d'opérations qui constituent un ouvrage. Hein. On ne parle pas de la menue réparation qui ne relève pas de cette qualification.
Mais dès lors que vous êtes embarqué et vous avez peut-être pris donc par une opération ou une rénovation ou bien la construction, la production d'un ouvrage neuf, ben si vous ne pouvez pas vous affranchir de cette question quand bien même il s'agirait de lavabo. Et si j'élargis la question, y a-t-il une liste d'éléments qui ne vont pas nécessiter des mesures spécifiques vis-à-vis des assurances? Je pense que je vous ai répondu j'ai répondu en répondant à la question qui vient de passer, puisque à part les structures métalliques qu'Annie nous a bien expliquées, il n'y a que celles-ci qui, du point de vue de l'assurance, sont bien qualifiées de techniques courantes. Et tout le reste, sachant que le réemploi, c'est de la technique non courante, nécessite une information de la part de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit en parler à son assureur. Une commande et un achat avec facture ne sont-ils pas un contrat? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, il y a contrat de vente. Il y a contrat. Alors, j'ai entendu que sur une rénovation, les matériaux de seconde œuvre ne sont plus sujets à la décennale, mais c'est la responsabilité du maître d'ouvrage. Alors, le second œuvre, non, alors ça dépend. Ça dépend parce que si on parle d'une rénovation lourde qui touche à la structure, et toucher à la structure, il suffit que vous ouvriez, que vous agrandissiez une fenêtre et vous êtes déjà dans des travaux qui touchent à la structure. Donc, je m'amuserai pas, moi, voilà, suivant l'ampleur de la rénovation, non, il faut quand même être vigilant sur l'étendue des activités. Alors, la TNC, elle ne sera pas un motif de non-garantie à proprement parler. C'est ce qu'on appelle une aggravation de risque. Mais elle est quand même grave de conséquences. Et d'ailleurs, je pense que vous allez avoir une meilleure prise de conscience avec l'exemple que je vais vous donner. C'est que l'entreprise et son assureur, puisque c'est ça qu'on cherche quand on est dans des mises en cause de responsabilité, on cherche le payeur et le payeur c'est l'assureur. Eh bien, il va donc rechercher cet assureur et cet assureur va répondre que oui, mais en fait, je ne vais pas honorer totalement le montant de l'indemnité que je dois supporter parce que il y a une technique non courante. Donc, je vais réduire dans les proportions de cette TNC. Je vais donc réduire le montant de l'indemnité. Et ça, c'est parfaitement opposable au maître d'ouvrage, alors même qu'on est en responsabilité décennale. C'est parfaitement opposable. Ce qui fait que le maître d'ouvrage va rester avec une partie de l'indemnité, celle qui est supportée par l'entrepreneur, va rester sur ses épaules. Il va pas s'arrêter là. S'il est bien conseillé par son avocat, il le sera certainement. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la solidarité. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage a droit à une indemnité auprès de l'un quelconque d'entre vous dès lors qu'il est considéré comme ayant concouru à la réalisation du dommage en question. Ce qui fait que vous pouvez être, vous et votre assureur bien sûr, tenu par la solidarité. Et donc, le constructeur qui n'a pas les épaules suffisamment solides pour assumer en nom propre le montant de l'indemnité que ne supporte pas à sa place l'assureur, pour peu qu'il soit défaillant en liquidation judiciaire, et on sait que ça arrive, eh bien, vous restez le seul payeur. Et donc, ce sera vous qui supporterez in fine la totalité de l'indemnité. Donc, c'est pas parce qu'on est en rénovation qu'on s'affranchit de la vigilance et du conseil à apporter sur les activités. Par contre, si on ne touche pas à la structure, c'est là aussi, je suis pas très à l'aise parce que la qualification décennale, vous savez qu'on a eu des revirements de jurisprudence qui nous ont fait beaucoup tourner en boucle. Donc, c'est vrai que si je ne touche pas à la structure et que je suis dans une rénovation, ça peut ne pas relever de la qualification d'ouvrage. Or, 1792, le préalable, ça ne concerne que des ouvrages. Donc, vous avez raison. Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, je parlais de menus travaux.
C'est vrai que si je remets donc un bloc sanitaire dans une salle de bain sans rien toucher au réseau, au mur, etc., bon, pourquoi pas, bien sûr. Mais bon, voilà, faut être vigilant quand même. Alors oui, si l'assurance réduit les indemnités quand il y a TNC, vous savez, la TNC, c'est un sujet qui est un sujet et pas que sur le réemploi. Donc pas plus pour le réemploi. C'est sûr que comme c'est nouveau et que pour l'instant les règles professionnelles ne sont pas encore toutes produites, c'est à l'étude. Donc ça va aller de mieux en mieux, c'est vrai. Pour l'instant, c'est vrai que j'avoue que c'est compliqué, mais ça le sera de moins en moins. Et dans le cadre d'un label bâtiment durable ajouté par le maître d'ouvrage sur une mission de base, sur conseil de son AMO, une demande de réemploi de matériaux nous est désormais imposée. Quel risque? Ah ben, euh, le risque, c'est, on en revient à l'obligation de conseil, c'est-à-dire que si on vous ajoute une mission, on retombe sur les classiques, c'est-à-dire que ne vous laissez pas faire. Si cette notion de réemploi impacte le contenu des missions que vous avez déjà, sur lesquelles vous êtes déjà engagé, des visas que vous auriez déjà portés ou des CCTP que vous auriez déjà rédigés, pour prendre les choses à zéro, hein, c'est-à-dire que il faut pas hésiter à remettre le chantier dans le bon ordre, parce que à la sortie, on parlera toujours de la même chose, hein, on parlera de responsabilité décennale et on ira chercher ce que Pierre-Paul Jacques a fait à chacune des étapes de sa mission. Et donc l'AMO, déjà, l'assistant maîtrise d'ouvrage, il relève pas de la responsabilité décennale, c'est l'assistant du maître d'ouvrage. On sait que le maître d'ouvrage, l'immixtion fautive, c'est quelque chose qui est quand même très très difficile à obtenir. Donc voilà, il faut, pourquoi pas, il vous demande ça en cours de chantier, mais alors je sais bien que la relation commerciale, c'est pas forcément très simple, mais il vous faut résister, c'est-à-dire il vous faut obtenir les garanties. Et donc, si vous avez besoin d'un diagnostic particulier, si vous avez besoin de voir confier une mission spécifique à donc un contrôleur technique ou vous faire sécuriser par une plateforme parce que il vous dit que le matériau réemployé vient d'une plateforme, à vous de prendre toutes les garanties. Vous ne serez pas seul responsable, hein. Celui qui aura mis en œuvre, hein, vous inquiétez pas, lui aussi, hein, il sera embarqué dans l'histoire. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Catherine, Camille, Sandra, Bertrand et Christelle? C'est évidemment le moment. On se laisse 1 minute, 2 minutes peut-être. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions. Camille, je suis désolée, hein, j'ai eu une faiblesse de connexion au moment où et j'arrivais pas à récupérer, donc j'ai pas pu reprendre le fil des questions, mais il me semble qu'on y a répondu. Hein, Oui, il pas de me souci. En semble. fait, je l'ai retrouvé plus, mais j'ai pu retrouver d'icônes. D'accord. Et pareil, Sandra, quand j'ai repris le fil, j'en ai éliminé, et puis d'un seul coup, je me disais, bon, qu'est-ce qui a été traité, pas traité? Hein. Ok. Ah ouais, bah voilà, Yolène, pas de questions, mais un grand merci à tous, même de la part de... Vous pouvez les lire, hein, bien sûr, mais vous êtes remerciés grandement, très, très, très grandement, ouais. Hélène de même, Elisabeth, vous pouvez les lire, bien sûr, mais c'est à la hauteur des interventions. Bon, en tout cas, si vous avez des questions à poser, la SMA BTP est bien évidemment là, la DREAL aussi, par l'intermédiaire de Christelle Battu. Vous le savez. Ah, Muriel, on finit sur notre Muriel. Merci, mais je reste un peu refroidie sur les réemplois. Voilà. On l'a pas convaincu. Voilà. Et dans le cas des marchés publics, pourtant. Ah oui. Bon, pour information aussi avec Hilo, là, je suis à la recherche justement, mais je peine à trouver une structure qui expose le réemploi, mais dans le cadre des maisons individuelles, puisque c'est vrai que sur nos territoires ou certains territoires, le réemploi dans le cadre de la rénovation et des maisons individuelles est évidemment important. En tout cas, on vous fera part de ce webinaire
Je remercie grandement Christelle Battu, représentante de la DREAL, ainsi que Catherine, Camille, Bertrand et Sandra, voilà, qui interviennent dans le cadre de la SMA BTP. Chacun et chacune sont bien sûr joignables. Et je vous remercie toutes et tous. On va se laisser là. Merci. Grand Merci remerciement. beaucoup, Gaëlle. Bonne À bientôt. soirée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.